ce que j'imaginais bien, et d'autant plus je vous remercie d'y avoir tenu. Je n'ai jamais refusé le débat, et ça fait plus de 25 ans que je suis engagé sur le débat de la position des musulmans, des occidentaux musulmans, de leur présence des États-Unis en Australie en passant par l'Europe, et je pense que ce débat est utile. Simplement, j'ai aussi appris que le débat est utile dans les conditions dans lesquelles il s'inscrit. En d'autres termes, la forme du débat est aussi importante que sa substance. Et que ce que je reproche aujourd'hui à la classe politique, à gauche comme à droite d'ailleurs, ce n'est pas simplement une critique à l'endroit de l'UMP ou du président de la République, c'est aussi une critique à l'endroit de l'opposition, c'est que malheureusement, ceux qui aujourd'hui donnent le la du débat sur la laïcité ou sur l'islam, ça n'est pas dans une volonté de construire un vivre ensemble, c'est dans une volonté d'être en compétition avec le parti qui a donné le la sur cette question, qui est le parti du Front National. La question de parler de l'islam est venue après que Marine Le Pen, tout à fait habilement, dit une chose dont elle sait qu'elle va faire la une pendant tout le week-end, à savoir ces musulmans qui prient dans les rues, il y en a marre, d'une certaine façon, ils sont en train de nous coloniser. C'est après cette intervention-là que le président de la République décide qu'il faut parler de l'islam. Et quand il voit que ça passe pas très bien, on change l'intitulé et on va discuter de la laïcité. Donc si je comprends bien, ce qui vous pose problème aujourd'hui, c'est la façon dont la question est posée. C'est pas simplement la façon, c'est l'atmosphère dans laquelle on pose la question et ce pourquoi on la pose. C'est-à-dire que on a vu ce qui s'est passé avec l'identité nationale. Je pense que la question de l'identité est une question intéressante. La façon dont on l'a posée a créé plus de problèmes que trouver des solutions. Alors, comment faut-il la poser, justement? Puisqu'elle paraît quand même assez importante aujourd'hui. La question se pose réellement. Sur la laïcité? Oui. Il faut poser les vraies questions et il faut regarder l'état de la France aujourd'hui et l'état de la nature des problèmes qui sont posés. Est-ce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'en France, des citoyens, et en majorité, quand on parle de ce problème-là, on pense aux citoyens de confession musulmane. Est-ce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, des citoyens de confession musulmane en France ont un problème avec la laïcité française? Ma réponse est non. Ma réponse, elle est que les Français de confession musulmane n'ont aucun problème avec la France quand la laïcité est appliquée comme elle devrait l'être, c'est-à-dire à égalité de tous les citoyens, pour les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, les agnostiques, les bouddhistes, les hindous et toute autre tradition. Mais aujourd'hui, on a des partis politiques qui, parce qu'ils ne regardent pas les problèmes de la société, sont en train de déplacer le centre de gravité de la question en nous disant on a un problème avec la laïcité, on a un problème avec les musulmans, et la preuve, c'est qu'ils prient dans la rue. Ou la preuve, c'est que dans certaines écoles, ils demandent de la nourriture halal. Ou la preuve, c'est le foulard dans les rues, ou la burqa. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas prendre un événement et en faire une controverse, mais qu'il faut prendre un mouvement historique et comprendre ce qui est en train de se passer. Or, ma position par rapport à ça, c'est que continuer en France à confondre la question de l'islam avec la question de la laïcité et y ajouter la composante de l'immigration, comme le fait le Front National et comme tous les autres partis le suivent, c'est non pas parler de la laïcité, mais c'est déplacer sur la question de la laïcité des problèmes qui n'ont rien à voir avec la laïcité aujourd'hui. Selon vous, qui pourrait donc être habilité à prendre en charge ce débat de la laïcité, si ce n'est ni le gouvernement ni les partis politiques? Alors attention, dans ce que je dis dans le texte, ça n'est pas exactement la conclusion à laquelle vous arrivez dans votre question. Qu'on lance un débat sur la laïcité, n'importe quelle institution, voire un État, peut lancer le débat à partir du moment où on se met bien d'accord que le débat, il a une nature constructive et non pas une nature de stigmatisation. Le chaos, l'échec du débat sur l'identité nationale est une preuve qu'un débat mal posé crée plus de problèmes qu'il n'en résout.
Et donc il y a eu stigmatisation. 25 000 interventions sur le site internet qui finalement déterminent que le vrai problème, c'est les Arabes et les musulmans. Si vous voulez créer du racisme dans le pays, vous ne faites pas autrement. C'est-à-dire que vous posez la question, qui est français? Et moi, avec la tête que j'ai, pas trop. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de créer, on est en train de stigmatiser. Moi, je ne suis pas contre qu'on lance le débat et je n'ai pas un problème avec la source du débat. Ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est quand le débat est posé. Maintenant, dans la citation que vous apportez, ce que je reproche à un certain nombre d'États en Europe et à l'État français en particulier, c'est qu'on nous parle de laïcité à longueur de journée, et si j'ai bien compris la laïcité, parce que je vais vous dire une chose, il y a 25 ans, quand j'ai commencé le débat, on me disait, pour voir la duplicité de l'homme, on me disait, il ne comprend rien à la laïcité. D'abord, lui, il est suisse, d'origine égyptienne. C'était circonstance aggravante. La deuxième des choses, c'est que quand je l'ai étudié avec des spécialistes, Émile Poula, Boussinesque, la Ligue de l'enseignement, on a fait un travail de fond. Ce que j'ai maintenant comme réponse, c'est attention, l'homme est malin, il connaît trop ce que c'est. Attendez, je ne comprends pas bien. Quand on comprend là où on vit, on comprend trop. Et la vraie question, elle est celle-ci. Elle est de dire ce que j'ai dit depuis 25 ans. Et vous avez des preuves, encore une fois, tous ceux qui jouent sur l'argument du double discours, comme il a été dit, ce sont des gens qui profitent du fait que 95% des jeunes qui sont dans cette salle n'ont pas lu de livre. Ils lisent pas. C'est soit je t'ai vu sur YouTube, soit c'est le 20h, soit c'est une émission de télévision. Mais il y a des livres, il y a des textes, il y en a 27, 28 maintenant, qui marquent une pensée qui a évolué sur 25 ans. Et qui dit quoi? Qui dit aujourd'hui, je suis absolument contre que l'islam français, parce que moi je ne parlais même pas d'islam de France ou de l'islam en France, moi je dis l'islam français, islamique du point de vue des principes, français du point de vue de la culture, a déterminé trois choses. Il respecte la loi du pays, la loi laïque, il parle la langue du pays, il parle français, et il est loyal pour l'avenir du pays. Ça, c'est mes trois principes, les trois L dont je parle dans le livre, il faut les trois L. Et ce que je mets en évidence, c'est que je suis opposé à ce que des pays étrangers, l'Arabie Saoudite ou le Maroc ou l'Algérie, interviennent et payent le culte. Je ne veux pas d'un islam sous contrôle, c'est-à-dire un islam autonome en France. Ça voulait dire que je disais au gouvernement français, soyez logique, ne venez pas nous dire à nous que vous voulez qu'on soit autonome et qu'on parle pas et qu'on n'ait pas de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, et chaque fois que l'Arabie Saoudite vient et vous dépose 3 milliards, vous êtes les premiers à accepter. Parce que leur argent nous rend flexibles vis-à-vis de nos principes. Je veux pas de ça. J'aimerais des institutions musulmanes en France, où on va former des imams, où on va former le personnel religieux, dans la langue du pays et dans la culture du pays. Mais j'ai bien dit aussi qu'autant je veux que ce soit autonome vis-à-vis des pays d'origine, parce que maintenant c'est plus les pays d'origine, maintenant les gens sont français, ils sont chez eux, autant je veux pas que ce soit sous contrôle de l'État français. La laïcité, c'est que l'État français n'a pas son mot à dire sur la substance du culte juif, la substance du culte chrétien et la substance du culte musulman. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un ministre de l'Intérieur, à l'époque il s'appelait M. Sarkozy, qui, au moment des banlieues en 2005, fait intervenir une association nationale, l'association l'Union des organisations islamiques de France, et qui fait dire aux jeunes qui sont en train de mettre le feu dans les banlieues, il leur demande d'émettre une fatwa parce que mettre le feu aux voitures, c'est pas islamique. Mais quel est le rapport? Comment se fait-il qu'un ministre de l'Intérieur se transforme en moufti des musulmans? Elle dit, mais faites votre travail. Les banlieues, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le banlieue, c'est la question socio-économique de ce pays. Mais vous imaginez bien que ce discours-là que vous recevez, parce qu'il a une certaine logique, eh bien, il est gênant par rapport au pouvoir. Parce que je mets le doigt là où ça fait mal. Je mets le doigt en leur disant, vous êtes en train d'islamiser la question sociale dans ce pays. Les banlieues, c'est pas l'islam. Les banlieues, c'est pas d'habitat. C'est pas de travail. C'est la marginalisation sociale. Il se trouve que la majorité des gens sont d'origine d'Afrique du Nord et qui sont dans la paupérisation sociale. Eh bien, c'est ça qu'il faut régler. Il ne faut pas leur parler de religion, il faut leur donner du travail. Il ne faut pas leur parler de vous êtes un peu arabe, il faut avoir... Mais vous voyez, ce discours-là, il est tellement clair que le seul moyen pour le rendre inaudible, c'est se dire, attention, l'homme est intelligent, il vous dit ça, mais derrière la tête, il a autre chose. Donc moi, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, je ne veux pas, en France,
d'un islam sous contrôle de n'importe quelle république. Je veux que l'islam soit traité en France comme tous les autres cultes, à égalité de droits. Que sûrement vous avez évoqué tout à l'heure, beaucoup de hauts représentants religieux, je pense notamment à Monseigneur 23, archevêque de Paris, ou Tariq Oubrou, imam de Bordeaux, ont refusé de faire partie de ce débat. Doit-on voir là-dedans une preuve de la séparation stricte des églises et de l'État, ou au contraire un manque de dialogue dangereux, dans le sens où toutes les parties prenantes n'interviennent pas pour ce débat? Non, je pense que ce n'est pas une question de dialogue. C'est-à-dire que toutes les religions se sont réunies, vous le savez, 4 jours avant, pour émettre ensemble une déclaration en disant « Nous refusons ce dialogue-là, qui est un dialogue de la stigmatisation ». Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est la même chose que moi. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut refuser qu'un dialogue soit lancé, non pas avec l'idée constructive de résoudre un problème, mais de marcher sur les plates-bandes. En fait, c'est un débat qui a pour fin, la finalité du débat, c'est pas comme vous pourriez le penser, vous et moi, on va travailler sur la laïcité et se poser des problèmes, essayer de résoudre les problèmes, c'est en fait de marcher sur les plates-bandes d'un parti qui est en train de devenir un parti très dangereux pour tous les partis français. Mais je vous dirais une chose, ils ont pris cette position, même le grand rabbin Bernheim, il est allé et il a répété, après sa participation, c'était le seul représentant qui y était allé, en disant « Nous sommes contre un débat dont l'objectif va être finalement de parler de l'islam sans le dire et qui va aboutir à la stigmatisation. » C'est tout. À partir de là, c'est ça qu'il faut critiquer. Et quand j'ai signé la pétition, moi j'ai signé une pétition, j'ai toujours dit, moi je signe une pétition en fonction du texte. Je ne demande pas qui a signé d'autres ce texte pour savoir si je vais le signer. Je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui ont signé. Que Martine Aubry ou que M. Fabius ait retiré leur nom parce que le diable avait signé le texte, pour moi, dire mais si le diable, sur un texte, a raison parce que la substance du texte est bonne, ben signez. Vous signez un texte, vous ne signez pas la personne. Et donc, en l'occurrence, ils sont tombés dans un piège. Pourquoi? Parce qu'on est dans un débat politique. C'est ça mon problème aujourd'hui. En France, aujourd'hui, j'écris un texte sur mon site qui est de mettre en évidence l'indigence des débats politiques français aujourd'hui, où on est en train de se battre sur des formes, où on est en train de rentrer en compétition avec une femme extrêmement habile, Marine Le Pen, et qui est en train de mener la danse du débat politique. C'est elle qui donne le là. Et je viens de Suisse. Et j'ai juste exprimé une expérience. C'est qu'en Suisse, le premier parti de Suisse, il s'appelle l'UDC, l'Union démocratique du centre. Si vous vous souvenez, c'est le parti qui a fait une affiche avec 2 moutons blancs frappant de derrière un mouton noir et le mettant derrière. Ensuite, ils ont fait une deuxième affiche, ils ont fait le drapeau de la Suisse, ils ont transformé les minarets en missiles et au premier plan, une femme en burqa. Plus clair, tu peux pas. Ça veut dire, ils nous colonisent. Ce parti-là est devenu le premier parti de Suisse. Et il tient les propos. Et quand vous entendez Marine Le Pen s'est rapprochée de Freisinger, le porte-parole de ce parti-là, et ils gagnent du terrain. C'est-à-dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. Je dis aujourd'hui en France, faites attention. Mais pourquoi ils sont en train de gagner du terrain, justement? Peut-être parce que la question se pose réellement. Non. Non, attendez, c'est pas parce que... Non. Savoir utiliser les questions qui font peur ne veut pas dire que la question que l'on pose est légitime. Aujourd'hui, il y a une chose que nous partageons tous, il faut la regarder en face. On est en train de parler de l'islam et on est en train de parler de l'immigration parce que nos populations en Europe sont traversées par des peurs. Ces peurs, elles sont de 4 natures, ou en tout cas, elles ont 4 causes. La première, c'est la globalisation. C'est le fait que quelque chose de plus grand que nous se décide ailleurs qu'au niveau national. Et donc, on voit l'Europe, on voit le G20, on voit qu'on est impliqué dans des décisions politiques qui ne sont pas décidées au niveau national. Le deuxième facteur, c'est l'immigration. Et ça fait peur à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, statistiquement, le sait. Elle ne peut pas survivre économiquement sans immigrés. En d'autres termes, on a beau dire que les immigrés font un problème, on sait qu'économiquement, nul autre qu'eux font le travail que nous ne voulons pas faire. Et les statistiques de l'Union européenne sont claires, il nous faut entre 15 et 20 millions d'immigrés dans la prochaine génération pour la survie économique de l'Europe.
Donc on a une nécessité économique et une résistance culturelle. Et donc ça fait peur, on se dit mais attendez, nos rues elles changent. Troisième facteur, la nouvelle visibilité des populations d'origine d'Afrique du Nord ou d'Afrique et qui sont majoritairement musulmanes. Hier on les appelait des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Turcs, maintenant c'est tous des musulmans. Et donc, c'est devenu un facteur d'identification. On se dit, ils sont en train de nous coloniser. Quatrième facteur, et il est réel, il est aussi objectif, c'est la violence. C'est tout à coup une bombe qui frappe les États-Unis, qui frappe Madrid, et puis nos téléviseurs qui nous disent ce qui se passe en Afghanistan, qui nous disent ce qui se passe en Irak. Tout ça, ça fait peur. Quand vous êtes un politicien, et que la seule chose qui vous intéresse, c'est de gagner les prochaines élections, si vous êtes un peu intelligent, vous allez utiliser ces peurs. Vous allez associer les choses. Ces musulmans ne sont pas vraiment français. Ils sont des immigrés. Après 4 générations, on dit de vous, mademoiselle, et de moi, vous êtes, et de vous. Je ne voulais pas. Moins de vous. Les apparences sont trompeuses, je ne sais pas, peut-être que vous avez des... Mais qu'est-ce qu'on dit? Vous êtes des Français d'origine immigrée. Et moi, ce que je dis à l'Europe, je dis, attendez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis simplement un immigré de plus jeune date. C'est-à-dire que la différence, vous êtes un immigré de plus longue date. C'est une question, parce que si on retourne dans votre famille, il y a sans doute quelqu'un qui a immigré quelque part. Sans doute. Mais on ne va pas faire votre généalogie, mais enfin, toujours est-il que c'est ça la question. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, la nouvelle visite, on va associer les choses. L'islam, c'est la religion des immigrés qui va faire entrer le monde entier à l'intérieur, et en plus, ces musulmans-là, par essence, ils sont en opposition avec nos valeurs. Ils sont dans la violence, ils sont dans la discrimination des femmes, ils sont dans le rejet de la culture occidentale. Et là, vous avez ce que j'appellerais le package politique. C'est-à-dire, vous avez réussi à associer les 4 facteurs et vous stigmatisez les gens. Et ça marche. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le retour d'une ancienne maladie de nos sociétés, c'est le populisme. Et le populisme, il travaille avec des facteurs très simples. Réponse simple à des questions complexes. Le Front islamique du salut disait en Algérie, il disait, vous savez pourquoi il y a du chômage en Algérie? C'est parce que les femmes travaillent. Mettez les femmes au foyer, tout le monde aura du travail. Vous écoutez ça, vous dites, mais quelle idiotie. Les populistes disaient la même chose. Ils vous disent, mais vous savez pourquoi les Français n'ont pas de travail? Et il y a trop d'Arabes, il y a trop d'Africains. Donc, on les pousse. Monsieur Guéant, qui vient aujourd'hui sur les plates-bandes du Front National, et qui dit, nous allons limiter l'immigration légale, même pas simplement illégale, légale. Donc, on a un vrai discours aujourd'hui qui va travailler là-dessus. Donc, réponse simpliste à des questions complexes. Deuxième des facteurs qu'on a aussi, c'est l'idée que c'est binaire, c'est eux contre nous. Ça marche aussi. Troisième des facteurs des populistes, c'est la victimisation. C'est-à-dire, on est des victimes. Écoutez bien le discours de Marine Le Pen et de son père auparavant, comme on entend le discours en Suisse, attention, on est colonisé, c'est nous les victimes. Et quand on est des victimes, il faut se protéger. Voilà ce que nous dit le populisme. Donc aujourd'hui, il ne faut pas poser le débat sur la laïcité dans les termes du populisme. Il faut placer le débat de la laïcité comme des citoyens responsables contre... J'avais une question. Contrairement à, par exemple, le christianisme ou au judaïsme, dans la loi de 1905, il n'y a pas de référence explicite à l'islam. Donc, mais je voulais avoir votre avis, votre opinion. Est-ce qu'une révision de cette loi serait-elle pas une manière d'intégrer la nouvelle réalité religieuse française? Alors écoutez, ça c'est une question fondamentale, parce qu'elle va vous expliquer ma propre évolution. Moi, quand je suis entré dans le débat en France, je vis à Genève, j'étais pendant 10 ans de ma vie, 15 ans de ma vie, j'étais dans le tiers-monde. J'étais en Amérique du Sud, en Inde, en Afrique, je faisais que ça. Et à un moment donné est née toute la controverse dans les années 80 autour de la question du foulard. Souvenez-vous, 3 jeunes filles, il y a eu ce débat-là. Et tout à coup, je me suis dit, il faut que ce débat-là, on trouve des solutions. En 89, 90, 91, ma position, elle a été d'ailleurs dans un article du Monde, je faisais un appel à cette époque-là à une laïcité ouverte, qui allait dans ce sens-là, qui dit, attendez, la loi de 1905, elle s'est faite avec les catholiques, avec les protestants, avec les juifs, mais il n'y a pas les musulmans. On devrait peut-être penser à une flexibilité de la loi pour intégrer la présence musulmane. Ce que, 20 ans plus tard, Nicolas Sarkozy, comme ministre de l'Intérieur, dans son livre où il aborde la question de la religion, dira. Mais
moi j'ai été trompé à ce moment-là. Pourquoi j'ai été trompé? J'ai été trompé par un discours général qui nous faisait penser que la laïcité, elle était rigide sur un certain nombre de principes et qu'elle n'avait pas de latitude ouverte. Et puis, j'avais affaire à des idéologues de la laïcité. C'est là que j'ai commencé à l'étudier. J'ai commencé à l'étudier pendant une dizaine d'années. Et je me suis aperçu que la laïcité, dès le départ, c'est des tendances. C'est que vous avez des tendances qui comprennent bien. La laïcité, ça n'est pas l'anti-religion, c'est la régulation des religions. Et d'autres qui ont compris la laïcité idéologiquement, que la laïcité, ça voulait dire on ne veut pas de religion. D'ailleurs, cette formule de la laïcité sans religion, c'est celle qu'on connaît dans le monde majoritairement musulman, d'ailleurs, car parfois en arabe, on traduit la laïcité par el-ladiniya, c'est-à-dire pas de religion du tout. Et donc je me suis aperçu qu'en fait c'était faux, il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Il y a une conception qui dit que l'État est neutre et permet l'expression religieuse tant que l'autorité de l'État n'est sous l'autorité d'aucun pouvoir religieux et qu'il n'y a pas de reconnaissance particulière d'un État, et puis une autre conception qui est contre la religion. Et j'ai étudié, pour en arriver, dans l'expression que j'ai eue en 1995 et en 1996, à dire « nous n'avons pas besoin de revoir la loi de 1905 ». Il faut cette loi l'appliquer complètement, totalement et à égalité de droits et d'obligations pour les citoyens. Donc les musulmans de France, les Français musulmans, les Français de confession musulmane, aujourd'hui dans leur majorité, ils ne demandent même pas que la loi de 1905 soit modifiée. Ils demandent son application, mais on a des problèmes. On a des problèmes parce qu'il y a une telle méfiance dans le pays que quand vous êtes une communauté musulmane, je vais vous donner des cas concrets. Vous arrivez pour construire une mosquée, vous avez 5 milliards saoudiens derrière vous, la mosquée, vous allez l'avoir, parce que le pouvoir financier qui vous a va s'imposer au droit français. Et on va l'accepter. Mais si vous venez dans une communauté là, ici, à Bordeaux, et que vous n'avez pas d'argent étranger, et que vous arrivez avec l'argent et vous dites c'est communautaire, vous allez trouver énormément d'obstacles à la création d'une mosquée. On va faire des préemptions, la mairie va intervenir parce qu'on ne fait pas confiance aux Français de confession musulmane. Donc moi je ne demande aucune révision de la loi, juste son application. Concernant la loi par exemple de 2004 qui interdit le port des signes ostentatoires d'appartenance religieuse, ne vient-elle pas compléter la loi de 1905 d'une certaine façon ? Non, elle ne vient pas compléter la loi de 1905. Vous savez, ça a été très intéressant cette discussion autour de cette loi. Parce que, bon, vous étiez jeune à cette époque-là, mais qu'est-ce qu'on disait aux intellectuels et aux leaders musulmans à l'époque? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. On me disait, Monsieur Ramadan, vous avez envie de changer la loi. Vous voulez des lois spécifiques. Et moi, je disais, mais non, je ne veux aucune loi spécifique, je veux le même droit que les autres. Et quand je demande les mêmes droits que les autres, pourquoi vous avez l'impression que je demande des lois spécifiques? Non, c'est la même chose que les autres. La même chose. Qu'est-ce que vous appelez la même chose que les autres? C'est-à-dire, la séparation de l'autorité du politique et du religieux veut dire que l'État n'intervient absolument pas dans les questions du culte de la religion concernée. Jamais vous n'entendrez un ministre français de la République dire quoi que ce soit sur le rabbinat ou sur la loi juive. Pas un. Que des rabbins ne serrent pas la main, vous entendrez jamais. Un rabbin ne serre pas la main, eh bien, il y en a qui ne serrent pas la main. Par contre, un imam, un imam n'a pas serré la main. Quand on dit, on veut des femmes dans les mosquées, mais depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à comment est-ce qu'on gérait la question? Moi, je suis pour que les femmes entrent dans les mosquées. Je suis un féministe sur plein de questions islamiques. Mais quand je vois des gens qui viennent me donner la leçon, on dit, vous, les musulmans, vous avez un problème avec les femmes dans la hiérarchie religieuse. Mais attendez, vous êtes occupé du fait que dans le clergé catholique, il n'y a pas de femmes? Vous en êtes occupé? Ah non, ça c'est... Ça, là, la laïcité fonctionne, pour les musulmans, ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes le moufti des musulmans et l'État des chrétiens. Non, ça ne va pas. Traitement égalitaire. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne doivent pas se poser des questions sur des traitements discriminatoires. Moi, je n'ai jamais dit le contraire. Mais ce que je veux, c'est l'égalité de traitement. Donc, si vous voulez, dans cette loi de 2004, quand moi je disais on ne veut pas changer la loi, et finalement, qui a changé la loi? Qui a changé la loi de 2005 en ajoutant cette clause-là? Parce que s'il a fallu une loi le 15 mars 2004, c'est bien que la loi de 2005, elle était plus large que ce qu'on a voulu en 2004. Donc on a changé la loi. C'est peut-être aussi parce que justement l'islam n'était pas
l'islam ne figurait pas dans la loi de 1905. Ah oui, mais N'était ça, pas évoqué. vous voyez, c'est assez amusant, parce que pour ne pas dire qu'on parlait du foulard, on a dit on ne veut pas voir les signes religieux. Mais attendez, vous avez vu l'état du débat quand vous aviez le ministre de l'Éducation, qui est quelqu'un que je connais bien, avec lequel j'ai eu des débats philosophiques, que je serai le dernier à critiquer sur la nature de son intelligence, où il a commencé à nous parler de la barbe de la nature, de la longueur de la barbe des garçons. Attendez, mais soyons sérieux. Et qu'on nous disait, à partir de quel moment la grandeur d'une croix devient ostensible sans être ostentatoire? Parce qu'ostentatoire, c'est la volonté de la montrer, ostensible, c'est qu'elle est vue sans que vous ayez la volonté de la montrer. Alors ça, c'est pour le pinaillage terminologique, on ne fait pas mieux. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, ce qu'on visait, c'était les musulmans. Tout le monde le savait. Tout le monde savait ceci. Ma position, c'est pourquoi faut-il, quand les musulmans viennent, qu'au lieu qu'on applique la loi égalitaire de tous, on restreigne la loi parce qu'ils sont gênants. Et donc, j'étais contre cette loi. Je veux dire qu'il faut aussi que la France sache qu'elle vit dans un monde où il n'y a pas simplement les Arabes et les musulmans d'un côté et la France. La Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suède, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, la majorité des pays européens ont considéré que ce n'était pas une bonne loi. Donc les Européens ont dit à la France, ce n'est pas une bonne loi. Mais elle a été votée. Alors regardez ma position. Pour qu'on l'entende une fois pour toutes et que là, on me dise où vous voyez la possibilité d'un discours qui ne soit pas clair. Parce que c'est toujours ça que je dis aux gens. Dites-moi où le discours n'est pas clair. La loi a été votée. La loi a été votée. Je suis un légaliste. Quand la loi est là, je peux ne pas l'aimer. Je peux considérer que c'est une mauvaise loi. Je vais de l'intérieur continuer le débat. Comme par exemple en Afrique du Sud. La loi sur l'apartheid qui faisait que quand tu étais un blanc, tu prenais un bus, quand tu étais un noir, tu prenais un autre bus. J'étais contre cette loi. On l'applique, mais on y résiste de l'intérieur dans un débat démocratique. Je n'aime pas les lois discriminatoires. Et je pense que là, c'est une loi discriminatoire. Quand on impose à une jeune fille qui arrive à l'école, tu enlèves ton foulard, je n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit aux jeunes filles? J'ai dit aux jeunes filles, si vous devez choisir entre le fait de porter le foulard et aller à l'école, allez à l'école. Aller à l'école, c'est la priorité. Vous ne pouvez pas avoir un discours plus clair que ça. C'est de dire aux Français, non seulement je vous demande d'appliquer la laïcité, mais quand vous y ajoutez des lois que je n'aime pas, je vais les respecter encore. La raison pour laquelle on a mis cette loi, on a voté cette loi, c'était parce que on pense que porter des signes ostentatoires d'appartenance religieuse à l'école, par exemple, entraîne en quelque sorte le communautarisme. Je suis un enfant de l'école laïque où je rentrais dans l'école, j'étais dans l'école de l'État et j'étais avec tout le monde. Et que je pense qu'au lieu de pousser les femmes à aller, ou les jeunes filles à aller dans des écoles privées, je veux dire, on veut des écoles privées. Je suis contre le principe de l'école privée, moi. Mais justement, si on accepte le voile, donc oui. Selon vous, on devrait laisser les filles porter le voile à l'école publique. Oui, partout. Moi, je suis pour un principe clair. Si on accepte cela, finalement, est-ce que ça va pas entraîner finalement le communautarisme? C'est-à-dire que les filles dans l'école qui vont porter le voile vont avoir tendance à rester entre elles. Mais c'est le contraire. C'est le contraire partout. C'est que les jeunes filles, je veux dire, tous les exemples montrent, aux États-Unis, en Angleterre, partout où on a laissé les jeunes filles, c'est le contraire qui se passe, c'est qu'elles sont plutôt tendance à s'ouvrir sur des personnes. Et vous voyez des filles qui portent le foulard, qui n'en portent pas, des filles qui ne sont pas musulmanes, ensemble. Là, on a fait quoi? On les a poussées à l'extérieur. En fait, on les pousse à aller vers des écoles privées ou à ne pas aller à l'école. Alors moi, ma réponse, elle est claire. Aller à l'école même sans foulard. Mais depuis quand la tenue vestimentaire fait que vous choisissez vos amis, vous? Je sais pas, moi, les personnes qui ont un style vont avoir tendance à rester avec des personnes qui ont leur style. Enfin, c'est quelque chose de normal, non? Mais écoutez, je vais vous dire une chose, juste si vous me permettez de répondre à ça. D'abord, je ne suis pas sûr que cette logique fonctionne. Moi, je ne vois pas des ordres de gens stylés d'une certaine façon dans les couloirs des écoles. Je ne crois pas. Je crois qu'on choisit ses amis sur d'autres considérations. Et même pour moi, je crois que c'est toujours mieux pour des jeunes filles qui portent le foulard ou pour des gens qui s'habillent de quelque façon que ce soit, d'être ensemble. Mais vous savez, au fond, tout ça, là, on est à la périphérie de la question. Parce que le but, c'était de dire... Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient « l'école est un temple, c'est sacré, on ne vient pas avec des tenues particulières ». Je dis « attendez, ne transformez pas l'école en un lieu religieux où il y a du temple et du sacré. C'est un lieu d'échange et de la connaissance. Et moi, je veux que l'école... elle soit neutre, mais qu'on se mette d'accord sur la neutralité. Qu'est-ce que c'est que la neutralité de l'école? Est-ce que c'est dans la façon dont s'habillent les élèves ou est-ce que c'est dans la façon dont s'habillent les maîtres? Non, la neutralité, c'est dans la transmission de l'objet enseigné.
C'est-à-dire que c'est ça qui doit être neutre. Écoutez, j'ai fait ma première thèse sur Nietzsche qui a dit Dieu est mort. Je l'ai enseigné, Nietzsche. Je disais pas Nietzsche a dit Dieu est mort, ce mécréant. Je disais, il a dit Dieu est mort et j'expliquais sa philosophie avec le respect qui se doit à la pensée d'un homme qui a mis au centre de sa philosophie la souffrance comme mode d'être. C'est ça qui m'est demandé à moi comme enseignant, c'est de donner la matière de mon enseignement de façon neutre. Mais si les élèves confondent ma tenue vestimentaire avec ce que je dis, ou si moi je regarde leur tenue vestimentaire pour savoir comment fonctionne leur esprit, il y a une distorsion intellectuelle là. C'est une distorsion intellectuelle. Une fois, une jeune fille entre dans une salle, elle dit un truc hyper intéressant dans une discussion. Le type la regarde, il dit « Ah, mais ce que vous dites là, c'est hyper intéressant. » Du style « Avec ton foulard, tu réfléchis pas. » Mais on en est là. Cette discussion-là a amené ceci. Et moi, je suis assez d'accord avec Régis Debray, qui disait « Mais il faut aller jusqu'au bout. » Comment ça se fait que dans les écoles, quand vous arrivez avec une certaine tenue vestimentaire, si vous n'avez pas une croix trop visible, parce que là aussi, vous avez vu, vous, les gens qui avaient la croix de la même taille toujours ensemble, moi, je n'ai pas vu. Mais la croix, ou la kippa, ou le truc, on ne les veut pas. Mais vous rentrez à l'école, et sur l'école, vous avez Coca-Cola, vous avez Nike. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « restez à la porte » ? Pourtant, ça, c'est pas neutre. C'est une vraie politique de la consommation. C'est quoi Coca-Cola? C'est une multinationale qui rentre à l'école. Et lui, il disait, on veut être neutre, il faut même ça, il faut l'interdire. À la limite, faire remettre l'uniforme. Non, on veut la neutralité du religieux, mais tu laisses entrer l'économique. L'économique n'est pas neutre. Par exemple, comment la laïcité peut-elle être appréhendée sans pour autant tomber dans un modèle de type anglo-saxon? Parce que je pense que c'est quand même une peur que les Français ont de ne pas tomber dans une communauté, dans un espace de vie qui ressemble à ce qu'on voit en Angleterre, par exemple. Comment elle pourrait gérer ça? D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très critique. Je vis à Londres. Je suis très critique du modèle anglais qui a parqué les gens par origine ethnique et puis les gens restent un peu entre eux. Sauf dans certaines régions. Si vous allez à Londres, par exemple, Londres, c'est une ville très cosmopolite. Vous voyez des gens de toutes les couleurs partout, même si on a des secteurs quand même. Mais pour moi, ce n'est pas l'idéal. Et souvent, quand on a voulu me critiquer, on a dit, Tariq Ramadan, ce qu'il veut, c'est le modèle anglo-saxon. C'est qu'on n'a rien lu de ce que j'ai écrit sur la critique du modèle anglo-saxon. Mais si on veut résoudre le problème en France, c'est pas en agitant l'épouvantail anglo-saxon, c'est en regardant les problèmes. Quand vous vous promenez en France, et moi je le dis souvent à vos politiques et je le dis souvent aux gens, parce que souvent ceux qui disent ou qui me démonisent en public, c'est des gens que je vois en privé et qui veulent l'opinion parce qu'ils connaissent, ils savent que je connais le terrain. Moi, ça fait 25 ans que je parcours ce pays. Je suis allé pratiquement dans toutes les villes de France et il y a des endroits que je connais très très bien. Quand vous voyez la France, le problème de la France aujourd'hui, c'est effectivement il y a de la ségrégation sociale. La ségrégation sociale qui sont ce qu'on a appelé les banlieues ou les cités, mais on a aussi des cités résidentielles où il n'y a que des très blancs, de classe moyenne et qui ne se mélangent pas. On a aujourd'hui une société très sectarisée, très basée sur la ségrégation. Et on regarde l'Angleterre et on dit nous on ne veut pas de ségrégation ethnique comme vous. Mais quand on regarde la France, on se regarde mal. Ce qui est en train de se passer en France, c'est que c'est peut-être pas forcément fondé sur l'origine ethnique, mais c'est sur le statut social. Vous avez des lieux où les gens sont des pauvres. C'est des gens où il y a de la violence, où il y a de la drogue, où il y a des vrais problèmes sociaux. Et donc, comment on va résoudre ça? En disant simplement l'unité de la République en le clamant ou en ayant une vraie politique de l'union de la République. L'unité de la République, si vous voulez mon avis là-dessus, et c'est ce que j'ai écrit dans une lettre à Libération, lettre ouverte au ministre de l'Éducation et au ministre de l'Intérieur. Il faut deux axes essentiels. Le premier, c'est une politique urbaine. Et la politique urbaine, ce doit être une politique de mixité sociale. C'est-à-dire qu'il faut casser ces banlieues et il faut faire sortir les gens de ces lieux-là. Il faut accepter la mixité sociale. Ça veut dire qu'il faut arrêter, quand vous vous appelez, moi si j'appelle aujourd'hui un appartement qui est dans une zone résidentielle, classe moyenne, majoritairement des Français de souche, comme on dit. Encore une fois, des immigrés de plus longue date. Donc, si j'appelle avec, j'ai pas d'accent, enfin on va peut-être se dire il est un peu suisse. Mais quand je vais, on va peut-être me dire l'appartement est libre. J'y vais, on voit ma tête, l'appartement il est pris. Combien il y en a qui vivent avec ça? Cette discrimination à l'habitat.
Ça, il faut le résoudre. La mixité sociale passe par des politiques urbaines où on casse ces ghettos géographiques. Deuxième des choses, une vraie politique éducative. Une vraie politique éducative. Moi, j'ai parlé avec des inspecteurs de l'enseignement qui vous disent, vous allez dans des lieux, c'est des classes où vous envoyez des profs qui ne sont pas formés, éduquer des jeunes qui sont impossibles. Ils sont impossibles parce qu'il n'y a pas de discipline, parce que c'est difficile. Normalement, on devrait envoyer les enseignants les mieux formés. Ils n'ont pas envie d'y aller parce que ce n'est pas pour eux qu'ils ne voient pas l'enseignement de cette nature-là. Une vraie politique éducative. Une politique qui est pour une égalité d'opportunités, une égalité dans l'accès au savoir. Où elles sont ces politiques éducatives? 2005 est passé par là. La France était à feu et à sang. Dites-moi concrètement ce qui a été fait dans les banlieues qui ait permis une politique urbaine et une politique sociale digne de ce nom. Si ce n'est de nous ramener chaque 3 ans la laïcité, les musulmans, le problème. C'est pas ça le problème de la France. Donc moi, si je veux pas de l'exemple français, je commence pas à islamiser les problèmes. Je commence à poser les problèmes en tant que Français. Vous êtes pour l'application stricte de la loi de 1905. Complètement, oui. Enfin, tel que l'est monsieur Éric Zemmour. Mais il semblerait pourtant... Vous me direz tout à l'heure pourquoi vous applaudissez, mais bon. C'est juste pour me soutenir, parce que, avec ma question précédente, là où... Ouais. Mais il semblerait pourtant que vous soyez en léger désaccord avec lui. Donc, y a-t-il une divergence d'interprétation dans la loi? Quelle est la vôtre? Et comment expliquer ces divergences? Écoutez, c'est assez clair. Vous faites référence à un débat qu'on a eu. Vous savez, j'ai eu un débat avec lui à la télévision française et je suis radicalement en opposition avec ses vues, sur plusieurs domaines, pas simplement sur la question de l'islam, sur la question des femmes, sur la question de l'ère de l'époque contemporaine. Mais je vais vous dire une chose. Autant je suis radicalement en opposition, autant de tous ceux que j'ai pu confronter sur la scène médiatique, c'est un des rares qui a parlé de la substance du débat et qui ne m'est pas pris et qui ne m'est pas attaqué sur des questions personnelles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de peine à avoir un débat serein en France sur la substance, sur ce qu'on fait maintenant. Souvent, c'est votre grand-père, votre frère, Jules de chez Schmitt d'en face. Vous voyez, c'est le genre comme ça. Donc, on a, sur cette question-là, un désaccord important. C'est que Éric Zemmour, pour lui, la laïcité et la loi de 1905, c'est une loi d'assimilation. C'est-à-dire, il vous dit, à Rome, tu fais comme les Romains. Oui. Et moi, ma question, il dit, bon, ça veut dire quoi? Il dit, il faut changer la tenue vestimentaire, parce que lui, en plus, il va très très loin. Par exemple, sur la question du foulard. C'est pas simplement à l'école. Lui, il veut que dans la rue, on n'en voit pas. C'est-à-dire, le seul musulman acceptable pour Éric Zemmour, c'est ce que je lui ai dit, c'est le musulman invisible. On ne veut pas te voir. C'est-à-dire, l'assimilation, elle est complète. Je lui dis, mais ça va, mais le problème, c'est que, regardez ma couleur, je fais comment quand je viens d'Égypte et que j'ai cette couleur-là? Je vais être visible dans la rue. Et quand vous êtes visible sans l'être vraiment, vous devenez d'autant plus suspect quand vous donnez l'impression de vouloir être ce que vous n'êtes pas. Et donc, en l'occurrence, je crois qu'il a un projet qui est absolument pas du tout réaliste. Il ne regarde pas la réalité des sociétés qui changent. La société française, elle est en train de changer. Quand il dit « à Rome, tu fais comme les Romains », c'est bien. Mais moi, ce que je lui ai envie de lui dire, mais Rome, avec le temps, change. Rome, avec le temps, devient multicolore. Il y a différents... Regardez cette salle. Il y a 30 ans, vous auriez réuni des gens dans cette salle-là, ça aurait été, excusez-moi l'expression, un peu plus blanc. Ça se colorie. Alors après, vous pouvez dire, ben oui, mais c'est vrai, c'est concret, c'est-à-dire que les sociétés changent, il faut l'admettre. Éric Zemmour, il veut une loi où on doit effacer toute aspiration ou toute différenciation. Je lui dis, mais ça, c'est une des visions de la laïcité. C'est une vision assimilationniste totale. Et moi, je dis non. Je dis que la laïcité, c'est une loi, un corps de loi qu'on doit respecter, mais qu'à l'intérieur du respect de la loi, on a la possibilité d'avoir une liberté de conscience, une liberté de s'habiller comme on veut, des couleurs que l'on veut, tant qu'on respecte la loi. La loi, elle ne m'impose pas de disparaître. Dans un débat que j'avais eu avec Marine Le Pen, elle me regarde comme ça. Oui, j'ai eu un débat assez intéressant, troublant parce que la femme est intelligente, parce que la femme, elle sait de quoi elle parle, elle sait très bien exactement où ça touche.
Je veux dire que sur les 10 coups qui sont partis en politique intérieure sur les 3 derniers mois, les 10 coups, sur les 10, il y en a 9 qui partent, elle donne le là de la politique intérieure aujourd'hui. Et une intelligence assez incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu descendre à Lampedusa, dire « j'aimerais bien vous accueillir, mais on ne peut pas ». Donc, c'est bien, je veux dire, langage du cœur et langage ferme de non à l'immigration. Mais ce qu'elle me dit à moi, elle me dit « mais monsieur Ramadan, pourquoi est-ce que vos enfants, elle parlait génériquement de tous les Arabes, pourquoi vos enfants, vous les appelez encore Fatima, Abdelrahman, Ahmad, mais pourquoi vous ne les appelez pas Laetitia, Catherine Qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, c'est ça, c'est effacer ces noms qu'on ne veut pas voir. Donc toi, tu arrives, tu viens d'Afrique, t'es noir d'Afrique, arabe d'Afrique, et tu t'appelles Alain, Stéphanie, je suis... C'est ça. Ça, c'est le modèle laminé, c'est le modèle assimilé. On ne veut rien voir. Ben non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Il faudra qu'on s'habitue au nom arabe, français, français, arabe, comme on s'est habitué à Mario. Quand je dis Mario, ça peut être français. Quand je dis Zinedine Zidane, c'est français aussi. Comment la laïcité peut-elle finalement permettre le libre exercice des cultes sans le soutenir financièrement? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un financement un peu indirect. Donc vous qui êtes pour l'application stricte de la loi de 1905, qu'en pensez-vous? Alors c'est un très très bon exemple. C'est là où on voit qu'on n'a pas besoin de changer la loi. Parce qu'avec l'application de la loi, ce qui s'était exercé au moment de l'application de la loi de 1905 avec les biens chrétiens, catholiques, il y avait des biens qui étaient la possession de l'État et qui ont été remis à l'Église. Et on a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le bail emphytéotique. Et ça fait partie de la loi. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un lieu et on l'octroie à une institution religieuse avec une somme symbolique et on le met à disposition. Il n'y a pas besoin de changer la loi française pour ça. Il faut l'appliquer pour les musulmans comme pour les autres. Deuxième des choses, il faut, et on peut tout à fait imaginer, qu'on responsabilise les Français de confession musulmane. Parce que j'aimerais aussi que vous entendiez quelque chose. Et j'aimerais que vous l'entendiez très très fort parce que s'il y a une chose que je dis depuis 25 ans, c'est de dire aux Français de confession musulmane, arrêtez le discours victimaire. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des sujets, il faut vous prendre en charge. Et que quand vous dites Sarkozy, ou le président Nicolas Sarkozy, ou le ministre de l'Intérieur Guéant, ils ont envie de nous manipuler, de nous contrôler, attendez, vous n'êtes contrôlé que dans la mesure où vous êtes contrôlable. C'est-à-dire que si vous ne faites rien pour vous autonomiser, pour vous organiser, pour avoir une voix plurielle, n'allez pas plaindre ou blâmer le discours ou le politique d'utiliser vos faiblesses. Un politicien intelligent utilise les faiblesses de ceux qui ne savent pas s'organiser. Donc je suis par rapport aux leaders musulmans en train de leur dire, vous devez vous organiser. On peut tout à fait imaginer là-dessus qu'il y ait une institution qui vienne de la communauté musulmane, qui vienne de la pluralité dans la communauté musulmane, car la communauté musulmane, elle n'est pas monolithique, elle est plurielle. Il faut différents courants qui viennent ensemble et que ceux-ci permettent le financement aussi des mosquées. Et il faut une troisième chose, un discours très clair à l'endroit des maires. Vous avez entendu dans le dernier les 3 heures qui ont eu lieu sur la laïcité, l'une des clauses, c'était de demander aussi aux maires de regarder pour les carrés musulmans, pour pouvoir régler cette affaire-là. Mais on peut tout à fait aussi imaginer qu'on demande aux maires de façon claire, quand vous avez des Français qui vivent là et qui ont capitalisé, qui ont cherché de l'argent et qui viennent avec l'argent pour construire des mosquées, eh bien, il faut que de ce point de vue-là, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur permette de construire, non pas que l'on préempte pour les empêcher. Et il faut que les musulmans comprennent, vous n'êtes pas obligés d'avoir des mosquées cathédrales. Vous avez simplement besoin de mosquées qui répondent aux besoins de la communauté et faites-les dans la culture française. Mais ça, vous voyez, ce discours qui vient d'apparaître maintenant, je l'ai écrit dans des livres il y a 20 ans, où je disais, une mosquée en France peut prendre les couleurs de l'architecture française. Vous allez à Oxford, où je travaille, à l'université, vous avez un lieu qui s'est fondu dans l'architecture. Mais c'est ça qui est intéressant. On veut des Français créatifs, c'est-à-dire qu'ils pensent une mosquée avec les principes islamiques et l'architecture française, et pas aller en Andalousie pour montrer combien nous étions créatifs au Moyen-Âge, qui prouve combien nous ne le sommes plus à l'époque moderne. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On dit l'Alhambra extraordinaire. Oui, mais c'est l'Alhambra, ça fait
Ça fait des siècles. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on crée quelque chose qui soit à cette mesure-là. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il n'y ait pas de minaret. Vous voyez pourquoi c'est très important la façon. Quand on nous a critiqué sur les minarets, j'ai répondu, moi, à l'UDC en leur disant « Mais ce n'est pas une obligation de l'islam, le minaret. Mais la façon dont vous posez les questions, c'est qu'en fait, vous voulez que disparaissent les signes visibles des musulmans. C'est là que ça pose un problème. » Donc moi, encore une fois, de ce point de vue-là, c'est dans cette ligne que je serai. On a tous les moyens de répondre, je peux vous le dire, mais vraiment, et je mets au défi n'importe quel politique de me prouver le contraire, en 15 ans, en France, on a les moyens de l'intérieur, dans le respect de la laïcité française, sans aucun changement de la loi, de produire l'autonomisation de l'institution des mosquées en France au point que dans 15 ans, il n'y ait plus personne qui prie dans la rue. On n'a pas besoin de changer la loi, il faut simplement régler le problème de l'intérieur. Dans votre livre, Mon intime conviction, dans un chapitre intitulé Défi, donc c'est exactement de ça dont on parle, il est urgent de cesser de blâmer la société qui ne nous aime pas, l'islamophobie ou encore le racisme, et de justifier ainsi une passivité coupable. Vous parlez de passivité coupable. Est-ce que ça ne serait pas ce qui est en train de se passer un peu en ce moment, quand on a un débat peut-être m'a posé? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manque de volonté ou un manque voire de courage de cette communauté face à ces questions pour rendre audible leur point de vue et leur discours? Je suis d'accord sur la critique générale de l'attitude des musulmans et de ce sentiment victimaire, mais pas sur cette question-là. Je pense que sur cette question-là, au contraire, il y a eu presque, étonnamment, et de façon assez saine, un consensus dans toutes les tendances musulmanes, le CFCM et les autres, de dire ce discours-là, dans ces termes-là, on n'en veut pas. On ne rentre pas là-dedans. Et on l'a fait avec les autres religions. Donc au contraire, là, ce n'est pas une passivité coupable. D'une certaine façon, encore une fois, il y a des débats, la façon dont les termes sont posés sont viciés. Il ne faut pas y être. Ça, on n'en veut pas. Ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec un débat constructif sur la laïcité. Ne prenez pas ce dernier débat comme un exemple de la passivité et du désaccord, parce qu'au contraire, ça a été une position active et ordonnée. On est contre. Et je pense que c'était juste. Parce qu'aujourd'hui, ce débat, il n'a été produit que par réaction à l'avancée statistiquement prouvée du Front National sur le terrain. Le débat sur l'islam, la laïcité et l'identité nationale n'ont rien à voir avec un vrai débat construit. C'était la tendance de l'ouverture à droite après que l'ouverture à gauche ait échoué. Ça, c'est autre chose. Alors, encore une fois, il y a des jeux politiques, il y a le gouvernement qui utilise telle personne ou telle personne. Ça, on le sait. Mais, encore une fois, on est utilisé dans la mesure où on est utilisable. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'en matière de représentation religieuse, les musulmanes et les musulmans fassent un vrai travail. Que sur les questions comme celle-ci, je pense qu'il y a un vrai... Attendez, encore une fois, sur le discours sur la laïcité, le discours majoritaire des organisations qui sont présentes en France, c'est de dire on n'a aucun problème avec la laïcité. On n'a aucun problème avec la laïcité, on accepte le cadre légal. Donc arrêtons de parler de ça et parlons des vrais problèmes. Pardon. Mais, encore une fois, les vrais problèmes ne sont pas forcément religieux, et quand il faut une voie religieuse, c'est aux musulmans de faire ce travail-là. Donc on a un problème, dans un autre livre que vous n'avez pas cité, qui s'appelle « La réforme radicale », qui est aujourd'hui, finalement, le livre sur lequel je mets tous mes efforts. Dans les 10 prochaines années, je vais traduire dans les faits ce livre-là, et qui appelle à un déplacement du centre de gravité de l'autorité en islam, où je veux des spécialistes du contexte qui viennent apporter leur contribution aux spécialistes du texte. Parce que les spécialistes du texte ne comprennent pas le contexte dans lequel appliquer. Donc je suis dans un vrai travail de réforme interne là-dessus. Mais ce travail-là, qui doit être fait, qui doit aller dans ce sens-là, par rapport à la représentation, je mets dans ce livre-là que l'autorité musulmane est en crise. Qu'aujourd'hui, au niveau international comme au niveau national, on ne sait pas qui parle au nom des musulmans. Et que les premiers responsables de ceci, c'est à eux de faire ce travail-là. Donc, je n'ai absolument pas d'attitude uniquement de critique par rapport aux sociétés occidentales, mais un vrai travail interne, je le dis sur 3 points. La question de la crise de l'autorité, la question des femmes et du leadership féminin à l'intérieur des communautés musulmanes aujourd'hui, et toute la question aujourd'hui du vrai rapport à l'autonomie de la personne.
du sujet. Ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut qu'on aborde et qu'on aborde dans de nouvelles plateformes où se questionne cette représentation. Aujourd'hui, vous faites pour rompre ou essayer de rompre avec l'image d'intellectuel controversé qui finalement vous suit. Et quel effort vous faites pour... Bah, écoutez, c'est difficile. Quand vous commencez par me présenter comme un intellectuel controversé, elle ne me suit pas, elle me précède carrément. Donc, écoutez, je vais vous dire une chose qui est simple. J'en parle dans le livre. Et ce qui se passe ici, le fait que je sois dans cette école et qu'on m'ait reçu ici, c'est pour ça qu'il faut que j'en salue les autorités. La France est le seul pays où dans les 10 dernières années, je ne suis intervenu que 2 fois dans le cadre académique. C'est le seul pays. En Angleterre, je suis considéré comme un intellectuel de l'apaisement, de l'ouverture. Aux États-Unis, je pars dimanche aux États-Unis, les 8 universités les plus importantes, je vais y intervenir, donc je fais ce travail critique. Et donc je ne suis pas du tout perçu comme autant controversé, même si la France a essayé, par l'intermédiaire de certains politiques, d'amener cette position-là, ou ce questionnement-là, cette duplicité-là au niveau européen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai 25 ans de travail qui montrent ça. Aujourd'hui, en France, ce que j'entends, c'est que je ne suis peut-être même pas un intellectuel, je ne suis sans doute pas un théologien, je suis la moitié d'un philosophe, pas vraiment français, enfin je suis la moitié de tout ou presque rien, pour utiliser la formule de Jean Kelevitch. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de répondre à ça. Je savais, au moment où je commençais mon travail, qu'à un moment donné, je me tournais vers les sociétés majoritairement musulmanes et je me tournais vers les communautés musulmanes et que j'aurais des critiques. Pourquoi? Parce que je ne les lâche pas. Parce que pour moi, le problème de l'islam contemporain, ce n'est pas l'Occident, c'est les musulmans. Et que je l'ai écrit et je l'ai dit. Ce qui fait que pendant des années, dans 7 pays, je n'ai pas pu me rendre. Les gens ne savent pas ça, mais 7 pays majoritairement musulmans, je ne pouvais pas me rendre. Maintenant, on commence à se dire, ah, mais c'était intéressant ce qu'il disait. Pendant 18 ans, de ne pas avoir pu aller en Tunisie. Pourquoi? Parce que je disais que ce gouvernement, c'était une dictature. De ne pas pouvoir rentrer depuis 15 ans en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que je disais que c'était une dictature. Les alliés de l'Occident ont été mes ennemis politiques parce que ce n'étaient pas des démocraties, parce qu'ils trahissaient ma religion. Donc ça, je l'admets d'être critiqué. D'un autre côté, je me retourne vers l'Occident et je dis à l'Occident ce que je dis maintenant, ce que j'ai dit pendant les révoltes arabes. C'est bien beau maintenant de venir nous expliquer la démocratie. Pendant 30 ans, vous avez dealé avec des dictatures, que vous étiez l'ami de Ben Ali, que vous avez été l'ami de Kadhafi qui vient mettre sa tente en plein milieu de Paris et que tout le monde se tait, tente ou pas, parce qu'il a le pétrole qui nous fait accepter sa tente. Ça, pour moi, ça voulait dire, à un moment donné, quand vous êtes dans cette position-là, il faut accepter d'être critiqué des deux côtés. Ça s'appelle un intellectuel controversé. Moi, j'appelle ça un intellectuel engagé. Et mon engagement, il est que je ne me tairai pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire un intellectuel engagé, c'est quelqu'un qui doit admettre, qui va prendre des coups, qui va accepter toute la question de savoir est-ce que j'utilise ces critiques pour faire avancer la pensée ou pour faire avancer un statut. Moi, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, quand même, depuis 25 ans, je peux vous dire sur le terrain, beaucoup des jeunes qui sont ici et qui ont suivi, et des moins jeunes, ils peuvent dire que moi-même, j'ai énormément évolué. Sur 25 ans, je suis devenu un homme un peu plus mûr intellectuellement, et que j'essaye simplement de faire avancer la pensée, mais sans jamais, jamais, jamais avoir de position sélective. Je ne veux pas de position sélective. Et cette position sélective, je ne l'ai ni avec les musulmans, ni avec l'Occident, et moi je suis un occidental musulman, donc j'aurais juste voulu savoir, au début, vous parliez beaucoup donc, de la montée, enfin de la dérive vers le populisme. Je voulais savoir aujourd'hui comment faire face à ça, faire face à une dérive donc de plus en plus présente, avec de moins en moins de place dans les médias. Pour en parler, quel est le meilleur moyen pour, à votre sens, quel est le meilleur moyen pour faire face à ça et enfin, lutter contre ça dans un certain sens? Écoutez, c'est une question qui est vraiment critique et centrale. Et je vais vous dire une chose, moi je suis même pas sûr aujourd'hui d'avoir trouvé une réponse définitive, j'ai des bribes de réponse. Vous savez, je suis tellement pour le dialogue, je suis tellement pour confronter les idées. J'ai été habitué qu'à ça, moi. Je suis rentré dans la vie active par le fait du dialogue tout le temps. Je veux dire, quand j'étais avec les théologiens de la libération en Amérique du Sud, j'étais tout le temps dans le dialogue et dans l'action, j'ai connu que ça. Et j'avais un principe, c'est qu'il faut dialoguer et confronter ses vues avec tout le monde.
Et j'allais, très tôt, je suis allé confronter les vues de l'extrême droite suisse, des populistes, voire même ici, moi, quand on m'a dit de faire un débat avec Le Pen, père, j'y allais. Et en Angleterre, avec le BNP, le British National Party, j'allais. Puis à un moment donné, j'ai été interpellé par des gens qui sont dans l'opposition et qui m'ont dit « c'est une erreur stratégique que de discuter avec ces gens, parce que toi, tu es dans le rationnel et eux, ils sont dans l'émotionnel. Ils sont dans la politique émotionnelle. » Et en fait, à un moment donné, j'étais confronté au porte-parole de l'UDC en Suisse, dans un débat, et ses arguments étaient faibles. J'étais même pas bon, il n'était pas bon lui. Et en même temps, le fait qu'il soit si mauvais par rapport à moi a fait que dans l'image, je suis paru plus dangereux que lui. Donc, le fait que je gagne par le débat m'a fait perdre par le politique. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut confronter les vues avec tout le monde? Est-ce qu'il faut débattre avec tout le monde? Est-ce qu'il faut donner une tribune à tout le monde sur la question des minarets, par exemple? Tous les partis suisses étaient opposés aux minarets, au référendum sur les minarets, à part ce parti-là. Et on était tous ensemble, et tout le monde était contre ceci, mais j'entendais les autres qui étaient frileux par rapport à l'UDC qui disait l'islam est un danger, la charia qui va s'imposer en Suisse, ils vont nous coloniser, et eux qui disaient on est contre le référendum, mais ça ne veut pas dire qu'on va se taire sur la question des femmes, sur la question... Et le public entend ça, et il est finalement d'accord avec les populistes. Parce que c'est ce que j'ai appelé dans un texte je l'ai publié sur mon site, qui s'appelle la seconde proposition. C'est-à-dire, vous dites, on est contre le référendum dans la première proposition, mais on ne va pas se taire sur la question des femmes en islam. La seconde proposition a annulé la première proposition. Et ça m'amène à dire aujourd'hui, en termes de débat politique, j'ai pas de réponse. Je pense aujourd'hui que j'ai évolué sur cette question-là, qu'il ne faut pas prêter de tribune à des personnes où, quand vous êtes dans le rationnel, ils vont gagner par l'émotionnel. Ça me pose un problème. Mais ça veut dire aussi que ce que vous êtes en train de faire là, ici, dans une institution comme celle-là, ou dans les universités, vous regardez cette salle, elle est plurielle. Elle est la France. La France, c'est ça. La France, c'est ces couleurs-là. Qu'à un moment donné, que nous tous ici, nous comprenions comme citoyens. C'est ce que j'ai essayé de traduire dans un autre livre. Dans un autre livre qui s'appelle « L'autre en nous pour une philosophie du pluralisme ». C'est-à-dire de venir avec nos valeurs communes et de se dire quel est le danger aujourd'hui. Le danger, c'est pas l'islam en France. Le danger, c'est pas le religieux en France. Le danger aujourd'hui, c'est le populisme. C'est la politique émotionnelle, la politique de la peur, la politique de la victime. C'est ça le danger. C'est des gens qui vous font croire que c'est l'étranger qui vous prend votre travail. C'est des gens qui vont pas d'immigration, qui veulent aujourd'hui contre l'immigration clandestine, mais qui acceptent l'exploitation. C'est pas ça. C'est ça qu'il faut. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que des étudiants portent sur le débat au niveau étudiant un vrai débat critique. Que dans la société, on se réconcilie avec la complexité, qu'on se réconcilie avec un sens de la lecture. Vous savez, je pense qu'il faut que nous réconcilions avec 4 disciplines à enseigner. L'histoire, parce que de très 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 mauvaises tendances du passé sont en train de revenir. Le racisme et la discrimination, les choses qu'on a entendues dans les années 30 et 40 reviennent. Il faut qu'on enseigne l'histoire des religions pour qu'on comprenne ce que ce sont ces religions. Il faut qu'on enseigne la philosophie, les vraies questions de sens. Et puis qu'on enseigne l'art, l'esthétique et la créativité. Moi, je suis pour qu'on se réconcilie avec ça. Mais à long terme, ça va être difficile. Ça c'est que des stratégies à long terme. Sur le court terme, il faut des alliances de citoyens qui ont compris que l'ennemi, c'est le populisme, que c'est celui qui va utiliser nos peurs, pas nos têtes, et qu'il faut qu'on réagisse à nos instincts par notre intelligence, une intelligence critique. Un truc comme ça, quoi, de savoir que ces débats-là qu'on nous impose, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'atmosphère en France, elle est devenue... Mais c'est vraiment... À un moment donné, vous dites, mais quelle est cette atmosphère qui s'est en train de s'installer en France? Les débats, c'est indigeste, les débats qu'on a. Les talk-shows que vous avez, les débats que l'on a sur l'identité nationale, c'est quoi? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut pour la France? Quel est le discours politique des prochaines élections? Ils sont déjà en train de parler des prochaines élections et on est à coup de slogans, on est à coup de mauvais débats politiques. Eh bien, il faut se réconcilier avec la politique. On veut des jeunes et des moins jeunes qui se réconcilient avec la complexité du politique. Ce ne sera pas facile,
et le danger, il nous touche tous. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que la laïcité aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde arabe, est le seul garant qui aidera à instaurer la démocratie et la liberté et les droits de la femme? Merci. Ça, c'est une excellente question qui se pose effectivement à tous les pays majoritairement musulmans. Et ma position par rapport à celle-ci, elle a été claire. Je suis dans le soutien total de tous les processus de démocratisation. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés majoritairement musulmanes doivent aller vers quelque chose qui est un État civil. C'est-à-dire, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'imposition d'une religion sur l'ensemble des autres, mais quelque chose qui soit quelque chose qui, en plus, si on lisait, encore je ne parle pas de vous, mais des choses que j'ai exprimées très très tôt dans un livre qui s'appelle Le face-à-face des civilisations, quel projet pour quelle modernité, dans la réforme radicale, dans les articles que j'ai écrits dans tout le processus, parce que là j'ai suivi tout ça de façon très très proche, eh bien, je mettais en évidence qu'il n'y a rien en islam qui s'oppose sur la séparation des autorités. Il n'y a rien en islam qui s'y oppose. Et que je dis simplement une chose à l'Occident, n'exportez pas dans le monde majoritairement musulman des mots qui, dans le monde majoritairement musulman, n'ont pas du tout la même connotation. Raison pour laquelle je vous parle d'état civil qui distingue les autorités de façon claire, sans opposition de la religion, ce qu'on appelle el dawla et el madaniya en arabe. Ça, pour moi, j'ai aucun problème. Et dans le débat critique que j'ai, même avec des courants qui sont historiquement plus liés à l'islam politique, je leur dis, ça, c'est important parce qu'il y a 5 principes sur lesquels il ne faut pas que l'on transige. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, le fait qu'on travaille par mandat, quand on est élu, on doit rendre compte de son mandat, et la séparation des pouvoirs. Ça, c'est une position qui, pour moi, est claire. Mais quand vous allez dans le monde majoritairement musulman et que vous arrivez avec le terme laïcité, il faut qu'on fasse attention et qu'on comprenne ce qui s'appelle en discours élémentaire et politique l'empathie intellectuelle. Savoir ce que les gens ont vécu. La laïcité dans le monde majoritairement musulman, ce n'est pas du tout la laïcité française qui a permis l'expression du protestantisme, du judaïsme et de la diversité religieuse. Qu'est-ce que c'est? Ça a été des gens comme Ben Ali, ça a été Moubarak, ça a été Hafez el-Assad, ça a été Saddam Hussein, qui au nom de la laïcité ont imposé le pouvoir dictatorial. C'est-à-dire, c'est séparation des pouvoirs sans la démocratie. Donc la laïcité, ça a été perçu comme la colonisation qui nous revient, et l'autorité dictatoriale. Donc il faut trouver une formule, une terminologie qui réponde à la tradition du pays et qui soit positive et non pas qui nous rappelle d'anciens souvenirs. Atatürk, même aujourd'hui, qu'on dit le garant de la laïcité en Turquie, c'est à coup de trick. Il mettait les gens en prison, il torturait les gens. On le sait aujourd'hui, l'histoire nous le dit, ce que ça a été l'imposition. C'est pas de cette laïcité-là. Raison pour laquelle, quand j'ai eu... Là, on a fait un débat avec Abdelwahab Medeb dans Le Monde qui va paraître sur ces questions-là, mais on l'avait eu à la télévision, et je lui ai dit, Monsieur Medeb, je vous en voudrais toujours d'avoir, au nom de la laïcité, accepté de soutenir Ben Ali, qui était un dictateur, et que vous ne l'ayez jamais dénoncé. Vous ne pouvez pas, au nom de la laïcité, supporter la dictature. La laïcité, c'est la séparation des autorités et la démocratisation sociale. Donc c'est pour ça que ma position sur votre question, voyez comment c'est encore plus cohérent que cette position que j'ai ici, et je l'applique de façon extrêmement claire pour les sociétés majoritairement musulmanes. Ça n'est pas pour moi de dire que la religion n'a aucun rôle, mais elle n'a pas le rôle de l'imposition de la norme et du dogme sur la conscience des gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous laissez les gens être libres. Raison pour laquelle, quand on m'a parlé du foulard, par exemple, ma position, je me promène partout dans le monde et on l'a refusé. Quand on est venu me dire vous êtes un soutien de l'Iran, qui en Europe, dès 1979, puis dès 1989, a dit au gouvernement iranien imposer le foulard à toutes les femmes, ça n'est pas islamique. Qui a dit la fatwa contre Salman Rushdie, c'est une fatwa inacceptable? Je l'ai toujours dit, ce qui fait que je ne suis jamais allé dans le pays pour me voir aujourd'hui en France accusé de soutien et d'avoir condamné en même temps ce qui s'est passé après les élections. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette position, pour moi, il faut qu'elle soit extrêmement claire. C'est pour ça que votre question sur ce qui se passe là-bas a un lien direct sur ce qui se passe ici. C'est-à-dire toujours la même attitude. Et quand je parle du foulard, je dis, il est interdit, dans une société majoritairement musulmane, au nom de la religion, d'imposer à toutes les femmes de porter le foulard.
Ça veut dire que c'est pourquoi j'ai critiqué l'Iran et que je ne peux pas rentrer en Arabie Saoudite. Pour moi, ça ne se défend pas. Ça ne se défend pas de l'imposer. Mais je pense aussi que la France devrait entendre aussi qu'on ne peut pas, au nom des droits de l'homme, imposer aux personnes de l'enlever. Laissez les gens à leur Je voudrais liberté. savoir, qu'est-ce que vous pensez de le port de la burqa en lui-même? Est-ce que c'est vraiment l'islam, quand on dit que la femme doit porter le hijab et elle doit être, on va dire, mestoura, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et est-ce que, pour vous, c'est la bonne vision du hijab, la burqa? Faut vous rendre compte d'une chose. Moi, je vis à Londres. Avant de venir ici à Paris ou en France, on a eu une discussion sur la question de la burqa pour une enseignante. La femme de Tony Blair, qui est avocate, Cherry Blair, a décidé de prendre position en faveur de la jeune fille pour qu'elle puisse enseigner avec la burqa. Et on m'a posé la question, et donc tous les musulmans étaient contents. On m'a posé la question, et j'ai dit en Angleterre que pour moi, la burqa n'était pas islamique, et que je pense que ce n'était pas une bonne solution que de la porter. J'ai pris une position contre l'avis de la majorité des musulmans anglais qui soutenaient cette position-là. J'ai dit, je ne crois pas que ce soit une bonne solution, et je pense de ce point de vue-là qu'il faut faire un travail éducatif. Quand je suis venu en France, et que 4 ans plus tard a commencé cette affaire-là de la burqa, qui a été lancée sur une centaine de personnes, ma position n'a pas changé. La burqa, à mon sens, n'est pas une prescription musulmane. Elle n'est pas ce qui est demandé à une femme qui veut suivre les prescriptions musulmanes. Mais la question que j'ai par rapport à la France n'est pas celle-ci. La question, c'est quelle stratégie faut-il mettre en place pour faire évoluer les choses? Alors qu'une femme vienne vers moi et me dise, de mon plein gré, je pense que c'est islamique. Je ne vais pas lui dire, je ne vais pas la bannir. Je lui dis, je pense que tu as tort. Je vais débattre de ma compréhension de l'islam avec elle. Mais je pense que cette idée qu'on résout les problèmes à coup de loi, à coup de vous ne pouvez pas marcher dans la rue, vous ne pouvez pas conduire, on arrête une femme. On a créé une atmosphère en France où on a arrêté une femme parce que soi-disant elle avait une mauvaise visibilité, puis que finalement elle a eu raison, elle a gagné dans son procès. La question qui se pose, c'est que la majorité des musulmans et des institutions musulmanes de France ont votre position. C'est-à-dire que ça n'est pas une prescription musulmane. Mais toute la question n'était pas celle-ci. On peut dire, on ne pense pas que c'est une prescription musulmane ou une obligation, mais interdire la burqa comme ça a été fait, ça n'est pas la bonne solution parce que ça ne résoudra pas le problème. Beaucoup des femmes vont rester à la maison, et puis comme je l'ai répété tout le temps, moi ça me fait sourire, oui, de voir notre hypocrisie au quotidien. Où on dit par exemple, on ne veut pas de burqa, mais quand la femme d'un prince de pétromonarchie va venir et qu'on ne veut pas la voir dans la rue, on va faire comment? On va dire au prince, vous venez pas? On va faire une exception, parce qu'il a l'argent qui nous fera faire l'exception. Aujourd'hui, on dit aux gens, vous ne travaillez pas pendant la nuit. Il y a des princesses qui viennent des pétromonarchies qui font ouvrir des magasins pendant la nuit en France. On le fait, ils ont l'argent pour payer. On dit aux gens, on ne veut pas de la polygamie dans ce pays. Quand on vient d'Afrique occidentale et qu'on est polygame, on peut être poursuivi par la loi. Mais quand on est ambassadeur ou quand on est ministre et qu'on vient s'installer, ou ancien ministre et qu'on vient s'installer en France, on a comme par hasard une exception à la loi qui accepte que vous soyez polygame. Mais de qui se moque-t-on? Ben de nous. De nous.